Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Alors, Sam, je reviens sur la question de l'organisation bicéphale. Comment ça se passe et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les Iraniens? Et ensuite, sur comment cette révolution a profondément modifié la politique étrangère de l'Iran, sachant que c'est pas anodin dans la région, puisqu'il y a un État qui s'appelle Israël, que Aïssa n'appellerait pas un État, mais qui pose aussi dans la région. Et le positionnement des États musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, par rapport à Israël comment dire, est fondamental, primordial pour les Palestiniens. Alors, je vais commencer déjà par rebondir sur ce que disait mon frère, notamment concernant donc certains points vers la fin du règne du Shah, où effectivement il commençait à devenir assez ambitieux. Et en fait, ça, c'est à mettre en raccord avec la politique extérieure actuelle de l'Iran, qui, sur certains points, est diamétralement opposée en fait à ce que prônait le Shah, mais qui, sur d'autres, est une continuation des ambitions en fait du dirigeant précédent. Je m'explique. Typiquement, l'une des ambitions du Shah, c'était de transformer l'Iran, après avoir été s'être rendu compte de la désillusion de ses conseillers qui en fait, l'ostracisaient de plus en plus de son peuple et lui donnaient des conseils pour l'éloigner en fait de la réalité de terrain, avait commencé à vouloir engager des réformes au niveau militaire, notamment en armant drastiquement son pays, de sorte à l'établir en tant que puissance régionale autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin de support d'un pays ou d'un autre, et surtout sans avoir à signer des contrats extrêmement chers pour du matériel totalement désuet. Chose qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite fait avec plaisir. Vous voyez. Donc déjà là, ça coinçait, et il y avait un intérêt effectivement pour les Occidentaux de se défaire du Shah à l'époque, qui commençait à avoir certaines vues et certaines ambitions sur la région. Et la politique extérieure de l'Iran aujourd'hui, en fait, a continué sur ces points-ci, a continué sur le développement de la production, tant bien faire qu'il se peut, en tout cas pour ce qui est de la période pré-guerre Iran-Irak, et surtout au niveau militaire, pour en fait faire en sorte que l'Iran soit une puissance militaire régionale, pour qu'elle puisse se défendre correctement, au moins. En tout cas, pour qu'elle ne soit plus dépendante en fait de puissances étrangères. Donc la politique extérieure, sur ces points-ci, sur les réformes nécessaires pour en faire une puissance régionale, était une continuation de ce que le Shah voulait entreprendre vers la fin de son règne. Par contre, pour tout ce qui est diplomatie, évidemment, là, on est dans un revirement total de situation, quand bien même, effectivement, on pourrait trouver certaines déclarations vitrioles du Shah par rapport à cette entité occupante en Palestine vers la fin de règne. Mais il n'y avait rien effectivement de concret. Et notamment, ce qui définit vraiment aujourd'hui la politique extérieure de l'Iran, c'est son soutien indéfectible à la Palestine, à l'encontre de cette entité sioniste, qui est en fait l'axe principal de tous les efforts dirigés vers l'extérieur concernant le pays. Et pour ceci, le corps des gardiens de la révolution, qui est en fait le groupe qui a réussi, qui soutenait en fait l'effort révolutionnaire, et finalement qui a été directement fondé, placé sous l'ordre du guide suprême Ayatollah Khomeini à l'époque. En fait, c'est fait historiquement de cette manière-là, et avait pour but principal déjà d'assurer la pérennialité de la révolution islamique en Iran, donc d'écraser toutes les velléités, toutes les dissensions de comment dire, du séparatisme, etc., notamment par exemple au Kurdistan, avec un petit épisode de ce genre-là, un petit peu avant la guerre en Irak.
Et finalement, après, pendant la défense sainte, donc ce qu'on appelle en Iran, effectivement, la défense sainte, la guerre en Irak. Defahem Muqaddas. Defahem Muqaddas, en persan. On pourrait peut-être oui. Peut-être expliquer, puisqu'il y a eu de la part des Américains une volonté d'armer l'Irak pour effectivement pour déstabiliser l'Iran. Voilà, juste expliquer, rapidement terminer sur le volet extérieur. En fait, juste après la Révolution, il n'y a pas grand-chose qui était vraiment établi, et la politique extérieure n'était pas encore ne donnait pas ouvertement des résultats comme elle le donne aujourd'hui. Effectivement, pourquoi? Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains ont commencé à paniquer quand ils ont compris que l'ayatollah Khomeini les désignait comme le grand Satan, et donc qu'il était totalement opposé à leur politique, qui était totalement hermétique en fait à tout leur soudoiement et leur tentative de retourner en fait le pouvoir iranien. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire on va dire en dernier recours? Ils ont trouvé son voisin, Saddam Hussein, qui était chef du parti baathiste et le dictateur de son pays, qui lui aussi avait des velléités de puissance régionale, qui entretenait toujours une rivalité en fait avec l'Iran, avec son voisin. Et effectivement, Saddam Hussein tombait très bien, puisqu'il a été armé pas seulement par l'Amérique, mais par la quasi-totalité des pays du monde. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Même le Danemark avait certaines, des conseillers stratégiques et militaires là-bas. Même le Japon envoyait certaines choses. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que donc le camp atlantiste a décidé pour enterrer cette révolution islamique et la tuer dans l'œuf, d'envoyer très rapidement, donc à presque un an et demi ou 2 ans après le début de la révolution, en voyant que les tentatives de déstabilisation du gouvernement n'ont pas marché via les moudjahidines du peuple, d'envoyer leur pion Saddam Hussein faire la guerre ouvertement à l'Iran. Voilà, donc en s'asseyant sur, bien entendu, toutes les conventions possibles et imaginables de guerre, alors que de l'autre côté, l'Iran était soutenu par, je pense, un seul autre pays, la Syrie. Voilà. La Corée du Nord. Et la Corée du Nord, voilà. Syrie et Corée du Nord. Ce qui explique en fait aujourd'hui les alliances diplomatiques de l'Iran, notamment pour ces pays. Pour rappeler à nos auditeurs le contexte de l'époque, ça se passe entre le 22 septembre 1980 et le 20 août 1988. Et le prétexte, enfin le casus belli officiel du conflit, c'est un problème frontalier dans un endroit, le chenal du delta entre le Tigre et l'Euphrate, qui s'appelle Shatt al-Arab, si je ne me trompe pas. Et en fait, Saddam Hussein avait fait avancer les troupes irakiennes sur le territoire iranien. Et c'est comme ça que le conflit a débuté. En fait, je dirais que c'est vrai qu'on a un peu sauté cet épisode, mais pour comprendre la révolution, il faut aussi comprendre la guerre Iran-Irak. Et pour comprendre la guerre Iran-Irak, il faut comprendre la révolution. C'est-à-dire que c'est la réaction légitime, entre guillemets, de l'Occident pour essayer de faire capoter cette révolution réellement populaire et qui a marché. C'est-à-dire qu'en l'absence de contre-pouvoir à l'intérieur, ce qu'on a essayé de faire, c'est la déstabilisation par l'extérieur. Et puis profiter de l'espèce de vide, je ne dirais pas de vide de pouvoir, mais disons de cette période un peu transitionnelle, d'instabilité, parce qu'on parle des premiers mois après la Révolution, où le système politique se met gentiment en place. On profite, si on veut, de ce passage un peu périlleux pour tout de suite essayer de tuer tout ça dans l'œuf. Effectivement, en fait, les Irakiens ont tout de suite avancé. Ils ont fait une espèce de blitzkrieg d'entrée de jeu. Ils ont relativement bien progressé à l'intérieur du territoire iranien. Et après, à force de volonté, détermination, ils ont peu à peu reculé. Les Iraniens ont repris les territoires. Et puis on peut dire que les dernières années de la guerre, c'était une guerre, disons, stabilisée, on va dire. Voilà, c'est une guerre qui
qui ne bougeait plus tellement, qui faisait toujours ses morts, etc. Mais sur le front, c'était stabilisé. Et on peut même dire qu'à l'usure, je pense que les Iraniens auraient, je ne veux pas dire gagné, puisque officiellement, il n'y a pas de vainqueur, mais on peut voir évidemment 20, 30, 40 ans après qui est sorti réellement victorieux de la guerre. Juste ce qu'il faut préciser, oui. Juste une petite parenthèse. Je veux pas que les auditeurs se disent que c'était un petit conflit. La guerre s'est stabilisée vers la fin, mais elle a tout de même fait entre 680 000 et on estime entre 680 000 et 1 200 000 morts au total. Donc c'était vraiment un conflit qui a massacré et une bonne partie du peuple irakien et une bonne partie du peuple iranien, sachant qu'une bonne partie des victimes étaient de civils. C'est parce que c'est aussi dû au fait que, disons, dans cette attaque d'une armée assez organisée et puissante qui était l'armée irakienne de l'époque, contre une armée désorganisée, voire inexistante, voire en réorganisation, sortie de purge, qui était l'armée iranienne, évidemment, ce qui explique le nombre grand de morts, c'est le nombre d'engagés civils, alors oui, et puis les volontaires, tout simplement, et puis ceux qui devaient y aller parce qu'il fallait bien protéger. Et en fait, ce nom de guerre sainte, entre guillemets, hein, la défense sainte, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un acquis national qui est notre révolution. On a pris le pouvoir chez nous par la grâce de Dieu, parce qu'on a donné des martyrs et puis qu'on a renversé, si on veut, le souverain, comment dire, malfaisant, voilà, illégitime ou malfaisant, enfin le pharaon de l'époque, quoi. Hein. Et cet acquis, il faut le protéger par les moyens qu'on a. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de moyens. En face, il y a beaucoup de moyens, puisqu'il y a l'aide de quasiment tout le monde. Et ce côté un peu défense sainte, il est accentué par ça. C'est-à-dire qu'on est seul face à tous. Et malgré tout, on résiste. Et ok, on ne va pas rentrer sur le territoire irakien, on ne va pas pouvoir, disons, se défendre comme il faut à armes égales, mais on y va avec le corps s'il faut. Les gens, enfin, on voit que malheureusement, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient engagés, enfin de jeunes soldats, des volontaires, des civils évidemment. Il y a eu des massacres qui ont été perpétrés. Donc voilà, ça fait des chiffres de morts élevés comparé aux guerres entre guillemets actuelles qu'on voit. Mais c'était une guerre qui a été effectivement très intense. Moi, je fais une petite parenthèse personnelle. Moi, j'ai vécu ça sur place. Alors, j'étais enfant, mais j'en ai des souvenirs. Et les souvenirs, c'est que Téhéran a été bombardé, par exemple, et qu'il y avait, on avait les sirènes, donc il fallait se réfugier sous les cages d'escalier. Ça arrivait en pleine nuit, ça arrivait en ci, ça. Et on a senti qu'après, je dirais, vers 85, 6 par là autour, que ça s'est un peu, disons, stabilisé et que ça s'était plus embourbé vers les régions frontalières. Téhéran était moins touché. Et voilà, ça continue comme ça. D'ailleurs, si on fait un peu de recherche, vous verrez que Khomeini, lui, n'était pas pour forcément signer la fin de la guerre. Comme il disait, voilà, ce vers a le goût du poison, hein, la signature de la fin de la guerre. Mais voilà, parce qu'il sentait bien que en résistant encore un peu plus, on allait peut-être arriver au bout, disons par une victoire entre guillemets plutôt qu'un statu quo. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que cette guerre, aussi meurtrière soit-elle, a pas renforcé le régime de la révolution islamique? Finalement, des gens sont morts en martyrs. Il y a des places, des martyrs en Iran. Les gens sont célébrés. Il y a cette guerre, ce combat, cette guerre sainte, comme vous l'avez dit. Ça n'a pas donné en fait ça n'a pas concrétisé le projet de la révolution islamique à travers cette guerre. Et disons, ça a un effet de renforcement évident, surtout psychologique. C'est-à-dire qu'une révolution a lieu légitime de la part du peuple. Donc, ils se sacrifient, ils ont gain de cause. Puisqu'ils ont eu gain de cause, qu'ils se sont sacrifiés pour une cause juste, ils sont attaqués, de nouveau ils se défendent, et de nouveau ils ont gain de cause, c'est-à-dire qu'ils ont repoussé l'agresseur. Il y a un troisième événement quand même qu'on n'a pas mentionné, mais qui est très important. Et ça, je pense, ça a aussi participé, si on veut, à la force intérieure du peuple. Et ça, c'était la prise d'otage de l'ambassade américaine. Et là,
le facteur clé, c'est-à-dire que si on veut l'analyser d'un point de vue psychologique, on a la superpuissance mondiale et un groupe d'étudiants rentre dans l'ambassade, fait le ménage, prend les employés, les employés, voilà, les espions en vérité, comme otages, et les Américains n'y peuvent strictement rien. Et c'est ce que disait d'ailleurs à l'époque Khomeini, ils ne pourront strictement rien faire. Et leur tentative de sauvetage des otages quelques mois après, via hélicoptère dans le désert, voilà, a lamentablement échoué. D'ailleurs, il y a un reportage qui est passé récemment, pour ceux qui ont pu le voir sur Arte, qui en parlait. C'était très intéressant. Et on a vu que, voilà, lamentablement, ils se sont voilà, plantés dans le désert, ils sont partis la queue entre les jambes. Et oui, ça fait que, voilà, ça renforce, si on veut, la conviction d'une protection, pour revenir un peu sur l'aspect religieux, mais d'une protection divine. C'est-à-dire que, comme il est indiqué dans le Coran, si le peuple, lui, décide de changer son état, c'est-à-dire qu'il se bouge pour avoir je dirais un statut ou un état qui est meilleur dans le sens comment dire, de la vertu, avoir un système social, un état, mais dans le sens vraiment état, donc pays voilà, meilleur, essayer de renverser le dirigeant corrompu et corrupteur, il est aidé. Le fait de pouvoir se défendre par la guerre alors qu'on est l'agressé, pas l'agresseur, on a de nouveau l'intervention divine qui permet de réussir. Et de nouveau, si on a un agresseur qui essaye de fomenter des coups, on a aussi l'aide divine qui fait que, par exemple, ce jour-là, alors que l'opération était calculée pour que ça marche, il y a une tempête de sable, les hélicoptères, disons, américains se touchent au plein milieu du désert, l'opération capote lamentablement. Donc, ça renforce un peu, si on veut, le côté légitime de cette révolution. Se dire qu'il y a une protection quelque part métaphysique, si on veut. D'ailleurs, les Américains ont très mal vécu cette prise d'otage, puisque le mandat de Carter, qui était le président de l'époque, a été entaché quelque part de cet épisode-là, et on lui a reproché d'avoir laissé faire, ou en tout cas de ne pas avoir gagné la partie. Ignace, si tu me permets juste, tu as tout à fait raison de parler des Américains, de Jimmy Carter, mais ça aussi a été un choc en France, puisqu'il faut bien savoir que une bonne partie de ce qu'on appelle à tort les intellectuels français type Sartre, Beauvoir, s'étaient totalement trompés sur l'ayatollah Khomeini, et ils l'avaient soutenu par voie de presse. Ils avaient soutenu la révolution au départ, en se disant qu'en fait, ça serait une révolution un peu libérale, un peu libertaire. Khomeini a très bien joué avec la presse française, d'ailleurs, lorsqu'il était en France. Il a accordé des centaines et des centaines d'entretiens. Et là, ça a été un choc, ça a été un réveil de s'apercevoir pour tout ce petit milieu germano-pratin que la révolution se basait en réalité sur des principes non pas droits de l'homiste et libéraux, mais sur une lecture du chiite de l'islam. Et donc, c'était bien ancré dans l'islam chiite. Et d'ailleurs, une fois que Khomeini est arrivé en Iran, il ne s'en est pas caché. D'ailleurs, il ne s'était même pas caché en France. C'est juste qu'il donnait certaines interviews à la presse française et il parlait autrement aux Iraniens. Et surtout, en fait, que les intellectuels français n'ont pas voulu entendre.